Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir LGT News. Éliminatoire mondial 2026. Messi forfait, l'Argentine tremble. Ça fait le buzz. Éléphant, avec le retour d'Haller en attaque, faut-il redistribuer les cartes? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Éléphant, avec le retour d'Haller en attaque, faut-il redistribuer les cartes? C'est donc la question LGT de ce soir. Et pour nous joindre, vous connaissez bien sûr les différents canaux pour nous joindre, mais je vous redonne quand même, à savoir le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, soit la page Facebook de la 3. Les membres de la team sont présents, vous les connaissez aussi, vous allez donc les revoir ce soir. Il s'agit de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Balo? Ça va et chez vous? Oh, j'aime trop votre pet, je vais très bien, merci beaucoup. Merci. JP, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous êtes obligé de vous mettre un peu au même niveau J'essaie. que Balo ce soir, effectivement. Allez, donc, bienvenue Jean-Philippe. Et puis, coach Kwadjo Georges. Bonsoir la toute belle, notre Merci Blanche beaucoup. Colombe. Merci beaucoup, coach. Comment vous allez? Je vais très très bien. D'accord, ravi, Blanche par la tenue, bien sûr. ravi de vous Non, avoir. par le caractère, Et pas tout. partout. Oh, merci. Ah, le thème coach aussi. Kwadjo Georges. Bon. Bon, pas blanche par le teint, mais, J'ai fini de dire. mais le reste blanche, c'est ça. Oui, Blanche Colombe, tu es là. Voilà. Et mais- l'émission va très bien. Oh, merci beaucoup. Ouh là là. Non, non. Oui, Noël Boli, bonsoir. bonsoir Marie-Christine. Oui, je suis blanche. Tout à fait. Voilà, effectivement. Toute vêtue de blanche. Voilà, mais je suis blanche. Vous êtes blanche. Merci beaucoup. Vous êtes bien aimables ce soir, messieurs. Jean-Philippe, vous prenez un carton jaune, voilà, d'entrée de jeu. Éléphant avec le retour d'Haller en attaque, faut-il redistribuer les cartes? C'est donc la question LGT de ce soir. La première rubrique de l'émission, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team et vous êtes sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Le débrief des news, c'est maintenant et on commence avec Balo. Oui, avec vous, on parle de... Oui, de l'intérêt de Pablo Longoria et Oui. de l'Olympique de Marseille tout court pour Paul Pogba. Paul Pogba. C'est vrai que c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Elle a commencé le 18 décembre 2024. Précisément à cette date, Pablo Longoria tenait une conférence de presse au sein du stade Vélodrome. Et lors de cette conférence, les journalistes l'ont interpellé justement sur le cas Paul Pogba. Il avait rigolé sur le fait que les journalistes n'étaient pas intéressés par le bilan de l'Olympique de Marseille qu'il était venu présenter à mi-saison. C'était bien avant les 32e de finale de la Coupe de France face à Saint-Étienne. Et il a dit que oui, Paul Pogba était un joueur pour lui qui a du gros talent, qui a du potentiel et qu'effectivement la porte restait grande ouverte parce que l'Olympique de Marseille a cette culture d'accueillir toujours des joueurs comme Émile Hochberg, comme Adrien Rabiot, mais que pour le moment, il n'y avait pas de discussion et il n'y avait pas de décision prise dans ce sens-là. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a il y a toujours eu de bonnes relations entre Pablo Longoria et Paul Pogba, ce qui peut éventuellement nous amener à conclure, à se dire que Marseille pourrait éventuellement signer un accord avec Paul Pogba. Il faut savoir que Pablo Longoria était le chargé de recrutement de la Juventus de Turin lors de la saison 2015-2016. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de ses fonctions, qu'il a donc côtoyé Paul Pogba. Et il dit le plus grand bien de Paul Pogba. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul Pogba pourrait éventuellement apporter à cette équipe de l'Olympique de Marseille? C'est surtout son expérience et ses facultés, notamment dans le milieu de terrain, de propreté dans les passes, dans les transmissions, de faculté aussi à pouvoir aller récupérer le ballon dans les duels. Donc on voit bien que le Paul Pogba pourrait bien se relancer à Marseille et du côté de Marseille, ils seront bien entendu heureux de le recevoir.
En tout cas, Paul Pogba autorisé depuis à reprendre la compétition depuis. En fait, ils sont deux sur cette information et Ballot en train de prendre tout le temps de Noël. Oui, enfin, Ballot, en plus, on avait dit tout à l'heure, on s'était dit tout à l'heure, Ballot, hein, laisse-moi un petit bout, mais Ballot, j'ai l'impression qu'il voulait carrément finir le truc. En tout cas, ce qu'il a dit, c'était quand même assez utile et important. C'est vrai qu'il y a vraiment le contact avec l'Olympique de Marseille, ça, on ne pourra pas le nier. Mais est-ce que cela représente vraiment le choix de Paul Pogba? Là est toute la question. C'est vrai que Paul Pogba a joué avec le directeur sportif de l'OM qui est aujourd'hui à Marseille. Hein. Oui. Et puis, effectivement, il connaît très bien Longoria. Mais ce que j'ai envie de dire comme information, parce que là, c'est vraiment une information, c'est que Paul Pogba a envie de jouer à l'Inter Miami. Avec Lionel Messi. Ah oui. Okay. Avec Lionel Messi. Il fait tout pour y être. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est toujours à Miami. Hein. Je veux dire, il s'entraîne quasiment tout le temps à Miami. Lui et Messi, ils s'entendent très bien. Il a son sponsor, je ne sais pas si je peux le dire, qui est son sponsor, qui est aussi le sponsor de l'Inter Miami. Donc, en tout cas, ils sont en train de voir la faisabilité du projet pour que Paul Pogba intègre l'Inter Miami. Maintenant, effectivement, si ça ne se fait pas, à ce moment-là, il pourra peut-être se replier du côté de Marseille. Ça ne veut pas dire que Marseille était un second choix, mais en tout cas, Marseille ne figure pas parmi la shortlist dans les choix que Paul Pogba s'est fixé. Donc voilà, le choix de Paul Pogba aujourd'hui se porte sur l'Inter Miami aux États-Unis. Donc voilà, ils sont en train de voir la faisabilité. Jouer avec Lionel Messi, ils sont en train de voir la faisabilité du projet, parce que vous savez, c'est quand même un gros salaire, même si Pogba a mis quand même un certain temps avant de retrouver la compétition. Enfin, il n'a pas encore retrouvé, mais je veux dire, ça reste quand même un immense joueur avec forcément un gros salaire. Donc voilà, ils sont en train de voir la faisabilité du projet, et si ça se fait, Paul Pogba ira rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami. D'accord. C'était ça l'info. Hein. Vous avez très bien fait de partager l'information avec Ballot, parce que Ballot a donné d'autres détails et vous sortez une information de taille. Ouh là là. Chapeau. Quelle belle paire, hein, tous les deux. C'est la haute couture. Toujours la haute couture. Noël et Ballot. Le romantisme et la haute couture. Allez, bon, est-ce que Jean-Philippe va me donner une information de taille concernant Doué? Non, aucune information particulière, okay. Parce que bon, je pense que lui, il est ancré dans le marbre du côté de Paris. C'est vrai que l'information qui circule depuis quelques heures maintenant, ce serait l'intérêt de Pep Guardiola pour les néo-parisiens, néo-international A de l'équipe de France. Néo-parisien parce qu'il est à sa première saison du côté du club francilien, le Natif d'Angers, qui a été révélé au football mondial par le Stade Rennais l'année dernière. Le jeune garçon qui avait également la possibilité de jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire, qui est un regroupement aujourd'hui avec l'équipe de France, est très convoité sur la scène internationale. Le premier club à dégainer, c'est donc l'équipe de Manchester City. On sait que du côté des Citizens, il y a un gros bouleversement qui devrait... Il a coché le nom. C'est un garçon qui impressionne rencontre après rencontre. Il est déjà à 18 goals assists, 28 goals assists plutôt. Non, 18 plutôt, 7 buts. 11 passes décisives, 18 goals assists depuis l'entame de la saison pour un jeune garçon de 19 ans. C'est déjà pas mal et qui est en train de grimper du temps de jeu du côté de Paris. Pourquoi j'ai dit qu'il a les pieds ancrés dans le marbre à Paris? Tout simplement parce que déjà l'année dernière, il était courtisé par la formation du Bayern Munich qui voulait en faire le remplaçant de Kingsley Coman. Et finalement, ils avaient décidé, c'est bien évidemment son clan, ses parents et lui, qu'il puisse poursuivre sa progression du côté de la France et du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est un pari gagnant. Il n'a pas encore eu ces galons pleins de titulaires indiscutables au sein du club parisien. Est-ce le moment pour lui aujourd'hui, à une année de la Coupe du Monde, avec la possibilité d'être titulaire au sein de ce club français, d'aller du côté de l'Angleterre, chercher à s'adapter? Je pense que ça va être trop limite parce que ce sera la dernière compétition d'un homme qui s'appelle Didier Deschamps. Il voudra partir avec les hommes dont il est sûr de leur état de forme et désireux de pour moi rester à Paris. D'accord. Il est l'heure de la pub. Coach Quadjo, j'en reviens à vous dans quelques instants. Merci. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team, toujours en compagnie de Noël Boli, de Coach Quadjo Georges, de Jean-Philippe Ballot, très inspiré ce soir. Ben dis donc, oulala, Coach Quadjo Georges, vous avez votre temps de parole, s'il vous plaît, concernant Désiré Doué. Merci. Pour Désiré Doué, il faut dire que quand même c'est un joueur qui a 19 ans, très jeune, et qui arrive au Paris Saint-Germain et qui est en train de faire ses armes et qui n'est pas titulaire à part entière. Et aujourd'hui, il réussit tel qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent se l'arracher. Mais il faut qu'il ait son temps
pour faire sa formation, il doit parfaire sa formation et maintenant chercher à aller dans un club comme Manchester United ou bien aller peut-être même au Real. Pourquoi pas aller dans un autre grand club et montrer ce qu'il a. Il est beaucoup jeune, il est en train de prouver ces derniers temps et il faut lui souhaiter bon vent, qu'il puisse réussir encore mieux que ce qu'il est en train de faire. En tout cas, Désiré Doué qui est très convoité actuellement. Oui, Noël? Oui, enfin, Désiré Doué qui est très convoité, de sources sûres. C'est vrai qu'il y a la rumeur de Manchester City, mais bon, j'espère que c'est que de la rumeur, hein, parce que vous savez, des fois, les agents, pour faire monter la sauce, ils balancent des rumeurs comme ça, puis après, on le fait re-signer derrière, quoi. Non, je crois que le gamin, il est très content d'être à Paris. Je crois que c'était un projet pour lui, dans son plan de carrière. Il voulait vraiment venir au Paris Saint-Germain. Là, il arrive à Paris, un club dont il a toujours rêvé. Donc aujourd'hui, il est à Paris, ça se passe très bien pour lui. Il est dans la rotation, il joue. Et en plus de ça, il était sélectionné en équipe de France. Donc pour rien au monde, il a vraiment envie de quitter ce club. D'autant plus que dans ce club, il y a tous ses amis, tous ses potes sont là. Il est dans la capitale. Non, je pense qu'il va encore rester peut-être 1 voire 2 ans. Son agent monte un petit peu la sauce pour qu'on le fasse re-signer, parce que là, il a pris de l'envergure, mais il est encore jeune. Il n'a que 19 ans. Il faut qu'il prenne encore de la maturité dans son jeu. Et à ce moment-là, il pourra aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Mais pour l'instant, qu'il reste tranquillement à Paris et qu'il fasse ses gammes. D'accord, très bien. Et puis, moi, j'ai une autre information pour vous, amoureux du sport. Football féminin, les éléphantes en stage. La sélection nationale féminine A débuté depuis hier un stage interne de mise à niveau au Centre technique national de football de Bingerville. C'est le 2e du genre sous l'ère Reynald Pedros. Le technicien français a fait appel à 26 joueuses évoluant sur le plan local et issues des clubs du championnat national de D1. Ce regroupement prendra fin donc le 21 mars prochain. Voilà, on termine donc avec les news et on part au focus de ce soir. C'est maintenant. Pour le focus de ce soir, on s'intéresse à Cissé Cheikh Salah, double médaillé olympique. Cissé Cheikh Salah a franchi un autre cap avec l'obtention d'un diplôme en stratégie de développement et en business management. Le double médaillé olympique a bien voulu donc nous accorder une interview pour partager avec nous ce moment de distinction. Aussi, il nous parle-t-il de ses ambitions et de son rêve pour le taekwondo ivoirien. On l'écoute. Qui va être remporté facilement pour l'Ivoirien Cissa. Exceptionnel, hein, exceptionnel. Je la considère comme une médaille d'or de plus. Et c'est un sentiment de fierté de voir tous mes efforts récompensés. Et aussi, c'est la preuve hein, qu'en plus d'être un sportif de haut niveau, voilà, je me donne le temps de me former pour pouvoir avoir un certain niveau intellectuel et d'instruction de haut niveau. Et pour moi, je pense que les médailles passent, mais la formation reste à jamais. C'est un défi pour moi hein, de prouver qu'il est possible de concilier passion et formation académique. Et pour moi, l'éducation est la clé pour aller plus loin. Et elle permet aussi, vous savez, d'acquérir des compétences essentielles et de se préparer aux autres défis futurs. Et je veux pouvoir mener des actions de développement pour mon pays et donc d'où cette formation. Alors, je pourrais dire oui. Vous savez, la reconversion est un pilier difficile pour les sportifs de haut niveau. Et je pense qu'il est donc important de le préparer longtemps à l'avance hein, pour ne pas être surpris. Et vous le savez, hein, beaucoup d'athlètes de haut niveau ont raté ce virage. Et il faut savoir tirer donc des enseignements, des échecs des autres. Et je pense que la reconversion commence maintenant, pendant qu'on est encore sous les airs de combat. Alors mes ambitions sont voilà, de développer les activités de ma fondation pour aider davantage de jeunes à réaliser leurs rêves, quel que soit le domaine, et aussi de continuer. Les acteurs de se former à divers métiers qui tournent autour et qui vont
je dirais, dans un ensemble, permettre le développement de leur discipline. Si vous voyez bien étudier son diplôme, il y a la notion de stratégie à l'intérieur. Ouais. Ça va permettre à l'homme donc de pouvoir mettre en place de bonnes, je dirais, de mettre en place de bons éléments en fait pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est déjà ça. Maintenant, sur son ambition pour le taekwondo, je pense que c'est ça le plus essentiel. C'est là où moi, personnellement, je l'attends en tant qu'unique champion masculin parmi les plus grands de la Côte d'Ivoire. Il a dit, par exemple, qu'il ne voyait pas de relève et je suis totalement d'accord avec lui parce que peu importe les comités exécutifs du taekwondo qui se succèdent, ce sont toujours les mêmes qu'on voit généralement dans les compétitions, ce sont toujours les mêmes. Si c'est Ruth, ce sont les mêmes, ça ne change pas depuis Rio. Et je pense que quand même, ça fait assez 3 Jeux olympiques sans que derrière on ait une éclosion, une explosion d'autres athlètes. Quand on va leur demander, ils vont nous dire oui, il y a certains jeunes qui sortent. Mais je me dis qu'aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, avec le fait que ces 2 athlètes soient à l'orée de leur retraite, on devait avoir plusieurs CC, plusieurs Ruth. Moi, je ne connais pas de centre fédéral de haut niveau de taekwondo qui a pu permettre donc à ce que ces garçons-là puissent sortir au fur et à mesure. Par contre, au niveau du taekwondo, sur ces dernières années, que des crises de gestion, ce qui, pour moi, n'a pas permis à la discipline de se développer. Maintenant, bon, il a annoncé la création d'une académie. Je suis très content. J'espère que son académie, et peut-être celle de Ruth également, vont permettre à la Côte d'Ivoire de continuer à former de grands champions. D'accord. En tout cas, si c'est Cheikh aussi qui nous montre qu'il est possible d'allier le sport et les études. Oui, il a dit lui-même dans sa phrase, les médailles passent, mais la formation reste. Donc, il est conscient que cette formation peut lui permettre demain de pouvoir véhiculer un certain nombre de choses. Mais ce qu'il est intéressant à retenir, c'est 2 choses. Sur le niveau du taekwondo, pour lui, beaucoup encore reste à faire. Sans doute qu'il fait là allusion aux conditions dans lesquelles nos talents doivent éclore, les infrastructures, l'organisation des compétitions au plan local. Comment est-ce qu'on peut mettre en valeur les athlètes déjà aguerris à travers des préparations de haute pointe. Je pense que là, c'est ce à quoi il a voulu faire allusion et peut-être lancer un appel du pied, sans doute, aux autorités pour pouvoir mettre tout ceci en forme pour permettre justement à ces talents-là d'éclore, puisque lui-même a reconnu qu'il y a un bon vivier, il y a des talents, mais il manque juste, pour moi, la structuration pour faire évoluer tout ceci. Et il faut savoir aussi qu'on a besoin de développement réel aussi au niveau de la préparation des athlètes en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est bien qu'on ait des Cissé ou des Ruth qui partent se préparer dans des pays étrangers comme l'Espagne, mais il serait bien que dans une échéance peut-être lointaine, que nos athlètes puissent, pourquoi pas, acquérir un minimum de préparation ici et aller s'acclimater des conditions de compétition. Et en tout cas, pour terminer, son académie est bienvenue parce que là, il pourra insuffler l'expérience acquise au niveau de l'international. Très bien. Si c'est Cheikh, en tout cas, symbole de résilience, on peut le dire, qu'on sait qu'il n'a pas eu un parcours très facile, coach Kwadjo. Oui, moi je suis très content pour ce garçon, un grand champion qu'il est et qui va étudier et avoir des diplômes, venir prendre la relève ici, aider les jeunes Ivoiriens à pouvoir aussi avoir son parcours. Je crois que c'est très important. Il faudrait que les grands athlètes comme lui pensent à leur relève, pensent à demain. Quand j'ai réussi à avoir plein de médailles, j'ai réussi à glaner des titres, il faudrait que je puisse transmettre cela aux autres. Mais ce n'est pas la formation. Ce n'est pas la formation, la méthode. Et il a maintenant. Et quand il parle, on sent qu'il a une suite dans les idées. Et je pense que la Côte d'Ivoire a encore une médaille d'or, si c'est une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Oui, un dernier mot sur ces chèques avec Noël. Oui, enfin, je veux dire, c'est tellement gratifiant pour notre pays de voir qu'un de ses fils champions plusieurs fois décroche quand même un diplôme universitaire dans son sport, pour mettre en place toute la stratégie de son sport, au bénéfice du pays dans lequel il est originaire. Je trouve que c'est vraiment à souligner. Et ça montre à quel point ce garçon est intelligent. Ce garçon a structuré ses victoires. Et j'espère qu'on va suivre sa trace pour
pour tout simplement en bénéficier et en faire bénéficier aussi toute la pépinière qui suit derrière, même si dans son discours, il a dit que la relève n'était pas forcément assurée, parce que lui parle de structuration. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on mette un accent là-dessus. C'est vrai qu'il faut qu'on restructure tout ça. Il faut qu'on repense le taekwondo ici en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et je pense qu'il faut quand même le soutenir dans son action et l'accompagner. Et que nos institutions, c'est-à-dire les personnes qui ont charge du ministère, de la fédération, puissent s'inspirer de ces stratégies qu'il a étudiées pour développer un certain nombre de choses. Il n'y a pas de honte, quoi. Je veux dire, on peut apprendre de tout le monde, hein, mais il faut que la famille du taekwondo se mette ensemble pour restructurer tout ça, pour faire aussi des petits échecs et que ce sera toujours la Côte d'Ivoire qui en sortira grandi. Donc je pense que son discours est très porteur d'espoir et franchement, il faudra vraiment qu'on fasse attention à ce qu'il a dit et c'est très important pour lui et pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est Cheikh Salah, l'objet donc du focus de ce soir, et bonne chance à lui pour la suite. On va marquer une petite pause, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve en seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Allez, salam à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une loi finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, c'est parce que mais je ne pas, je pense. Monsieur Massagourou, une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team amoureux du sport. Vous êtes sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Bien sûr, l'émission, c'est la grande team. C'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive? C'est maintenant dans sa buzz. On y va. Éliminatoire mondial 2026, Messi forfait, l'Argentine tremble. Oui, Lionel Messi ne sera pas en regroupement avec l'Argentine pour cette fenêtre FIFA. La raison dans cette vidéo concoctée par la rédaction. On regarde. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Lionel Messi et l'Argentine. L'Habit Céleste ne pourra pas compter sur sa star pour les 2 prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026, zone Amérique du Sud. Selon l'information révélée hier lundi par le sélectionneur Lionel Scaloni, Messi, buteur dimanche dernier avec l'Inter Miami, son tout premier but en MLS cette saison, ne sera pas du rassemblement du mois de mars. Officiellement, la Pulga souffre d'une gêne musculaire et se trouve dans l'incapacité de tenir sa place dans le groupe. Et même s'il est vrai que l'Argentine occupe la première place dans ce groupe, il n'en demeure pas moins que l'absence de son capitaine inquiète plus d'un, d'autant plus que les Argentins auront 2 gros matchs à livrer. En effet, le 22 mars, la sélection argentine se déplacera en Uruguay et 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 26 du même mois, elle accueillera le Brésil. Lionel Messi ratera donc les retrouvailles entre les 2 pays à l'instar de Neymar, lui aussi forfait avec la Seleção pour une gêne à la cuisse gauche. Voilà, une gêne à la cuisse gauche pour Messi. Déjà, avant de poursuivre, veillons jeter un coup d'œil sur le classement de la zone Amérique du Sud. Oui, l'Argentine est en tête avec 25 points. L'Uruguay est derrière, deuxième, à 5 points de l'Argentine, 20 points. L'Équateur
troisième avec 19 points. Et ensuite, l'équipe classée 9e, c'est le Chili, 9 points, et le Pérou, 7 points. Et est-ce que l'Argentine a de bonnes raisons de s'inquiéter de l'absence de Messi alors qu'elle occupe la première place, hein? Coach Georges. Mais avec 25 points et puis le second, l'Uruguay, 20 points, l'Argentine quand même est bien placée. Mais sauf que Messi, ce n'est pas un joueur comme tout autre, c'est un joueur exceptionnel. Quand tu l'as avec toi, tu sais que l'adversaire, déjà, c'est un peu de bémol. Tu sais que l'adversaire sait que c'est une référence qui est à côté. Et donc, l'adversaire fait attention, prend des précautions. Donc, Messi, c'est un joueur exceptionnel qui doit être dans toutes ses sélections aussi il a toutes ses capacités. Donc, c'est normal que l'Argentine s'inquiète un tout petit peu. Mais ce n'est pas pour le résultat en tant que tel, mais pour l'homme, ça donne quand même une image à son équipe. À son équipe. Et bon, est-ce que le forfait de Léo Messi, justement, peut mélanger les plans du sélectionneur Lionel Scaloni? Moi, je dirais non, parce que l'homme fort argentin en ce moment sur la scène internationale, c'est bien Julián Alvarez, le joueur de l'Atlético Madrid qui, en tout cas, depuis quelques matchs, maintenant montre un niveau de jeu, pour moi, magnifique. Il a montré un bon niveau face au Real, bien avant, lors de la double confrontation en Liga, lors de la Ligue des Champions, et récemment face au FC Barcelone, où pour moi, il a montré un niveau, pour moi, très intéressant. Et puis, il faut savoir qu'au-delà du fait que Lionel Messi peut à tout moment sortir un exploit individuel, l'équipe d'Argentine a su se bâtir aussi défensivement, avec des joueurs intéressants comme De Paul. Donc, pour moi, je ne pense pas que ça puisse, si vous voulez, entacher ou bien dérégler les plans de Lionel Scaloni. Parce qu'effectivement, actuellement, le contexte est différent et que les cartes ont été rabattues dans cette équipe d'Argentine. Lionel Messi, forfait, Jean-Philippe. Ben, si un joueur en pré-retraite fait trembler l'Argentine, c'est que les champions du monde, à mon sens, doivent revoir tout simplement leurs ambitions pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que Lionel Messi, il avait un rêve ultime, c'est celui de remporter la Coupe du Monde. Dès qu'il a remporté le mondial, il est allé s'exiler à Miami pour pouvoir profiter des belles plages, des belles plages américaines. Voilà, depuis l'entame de la saison, il a marqué un seul but. Il n'a jamais joué les playoffs des MLS. Ça, il faut le dire. Et puis, de manière miraculeuse, il était quand même élu meilleur joueur du championnat américain. Bon, on connaît les Américains, bien évidemment, avec leur excès quand il s'agit des grosses stars. Je suis d'accord avec Ballot. Je pense que, pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus un joueur prépondérant pour l'Argentine dans le jeu. Essentiel pour son aura, essentiel pour les vestiaires, pour guider surtout les jeunes, pour les amener à se transcender et leur véhiculer, je dirais, cet état d'esprit qui a permis à l'Argentine d'accrocher sa 3e étoile. Mais dans le jeu, pour moi, je suis désolé, Lionel Messi, il est un peu comme Cristiano Ronaldo. Ce sont des garçons qui sont plus essentiels à leur équipe nationale, même s'ils demeurent performants. Pour moi, il représente plus le passé que l'avenir de cette sélection-là. Donc, s'il n'est pas présent aujourd'hui, je pense que ce sera l'opportunité aux jeunes loups de prendre leurs responsabilités. Parce qu'il faut les voir évoluer, c'est Lionel Messi, mais dans 2 rencontres importantes, pas capitales, mais importantes, parce qu'ils vont croiser l'Uruguay qui est 2e, qui est à 5 points, certes, même en cas de défaite, ils seront toujours en tête de leur groupe, et ensuite ils vont croiser le grand rival, le Brésil. Et donc, voilà, ce sont des rencontres qui ont tout, sauf de caractère amical, où même si on sait que l'enjeu c'est une qualification pour la Coupe du Monde, ils ne vont pas jouer en regardant leur positionnement, se disant non, je joue le Brésil, l'Uruguay, je peux limiter la casse, aller m'asseoir derrière. Non, ce sont des rencontres, ce sont des duels, ce sont des derbies d'orgueil. Et je pense que c'est surtout peut-être ça qui les inquiète un peu, le fait qu'ils vont croiser leurs 2 grands rivaux d'Amérique du Sud sans leur métronome, sans sa présence dans le vestiaire pour mobiliser les garçons. Maintenant, c'est à Scaloni de démontrer que c'est un entraîneur qui a pu imprimer, je dirais, comment dirais-je, qui a pu imprimer sa marque sur cette équipe nationale. Voilà, je cherchais le terme adéquat à la fin de l'année. Sinon, pour moi, c'est un pré-retraité. Ce n'est pas une nouvelle qui devrait les faire trembler. C'est l'avis de Jean-Philippe. Oui, enfin, Noël. je partage un petit peu l'avis de Jean-Philippe. C'est vrai que bon, il a donné son ressenti. Hein, mais ce qui est important quand même dans la conception du jeu argentin, c'est que là-bas, on joue vraiment avec le numéro 10. Vous savez, c'est un football un petit peu appelé à disparaître parce que la plupart des équipes jouent sans numéro 10. Mais en Argentine, on a toujours
on a toujours la fibre du numéro 10. Donc Lionel Messi, tout Lionel Messi qu'il est, avec tout ce qu'il a remporté dans sa carrière, il reste toujours important, même si c'est un joueur aujourd'hui qui est quasiment en pré-retraite. Hein. Il faut dire clairement les choses. Donc s'il n'est pas là, comment Scaloni réorganise tout son bloc offensif. Voilà. C'est là la problématique, parce que effectivement, Ballot a cité Raoul de Paul, mais c'est que des joueurs défensifs, ça. C'est-à-dire que c'était, en fait, si vous voulez, les adjoints de Messi. C'est eux qui faisaient tout le travail défensif de Messi, et c'est eux qui faisaient le travail pour que Messi brille. Et aujourd'hui, il n'y a pas de numéro 10, il n'y a pas la personne qui peut donner un ballon éclair à un attaquant comme Alvarez, ou alors Lautaro de l'Inter de Miami, de l'Inter Milan, pas Miami, de l'Inter Milan. Donc voilà, donc vous vous souvenez, dans la conception du jeu argentine, Messi est un pion essentiel, vieillissant ou pas. Okay. Vous voyez, et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus quelqu'un qui est censé, ou quelqu'un qui a, j'ai envie de dire, le profil de ce type de joueur pour pouvoir le remplacer valablement dans la sélection argentine. Donc forcément, c'est un manque. Donc, comme c'est un manque, eh ben, les Argentins, aujourd'hui, ils sont un petit peu orphelins de ça. Mais bon, j'ai confiance en l'entraîneur Scaloni de trouver une parade pour compenser l'absence de Messi. Et je suis persuadé qu'ils y arriveront. Et la prochaine rencontre, justement, de l'Argentine sans Messi, ça sera avec le Brésil. Donc, revenons sur la position du Brésil, 5e dans ce groupe. Donc, est-ce que vraiment la Seleção est à sa place? 18 points, non. La Seleção n'est pas à sa place. Elle est appelée, de par la qualité de ses joueurs, pour moi, à jouer les premiers rôles dans ce classement, avec des joueurs comme Vinicius Junior, comme Rodrigo Goes, comme même Neymar qui revient, parce que sur les dernières prestations avec Santos... Non, mais le Brésil privé aussi de Neymar. Oui, privé de Neymar, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de revenir. Certes, il ne va pas évoluer, mais pour le moment, sur les échéances peut-être futures, il peut être éventuellement un pion joker. Mais sinon, actuellement, Rodrigo et Vinicius, sincèrement, il y a pour moi, dans leur registre, clairement, en Europe, ils font partie des meilleurs. Donc, avec ce potentiel de joueurs, pour moi, cette équipe doit jouer les premiers rôles. Mais jusque-là, elle a du mal quand même à retrouver ses lettres de noblesse avec, pour moi, une équipe du Brésil qui s'est européanisée dans son jeu, qui est de moins en moins spectaculaire, qui a du mal à dégager cette puissance collective qu'elle avait du temps de Ronaldo, de Romario, de Bebeto. Donc, moi, c'est une équipe qui doit se remettre en question pour reprendre. Et voyons déjà le programme de cette zone, la zone Amérique du Sud. Oui, donc le jeudi, Paraguay-Chili, belle rencontre, le 20 mars 2025, et vendredi, 21 mars 2025, Brésil-Colombie, Pérou-Bolivie, Équateur-Venezuela et Uruguay-Argentine. Et Uruguay-Argentine qui peut être considéré justement comme un gros choc, coach Georges. Oui, c'est un très gros choc là-bas parce que l'Uruguay et l'Argentine, c'est deux équipes très très physiques, c'est deux équipes qui jouent au football, mais sur le plan physique, c'est des équipes qui rentrent dedans, comme on le dit, et qui ne se pardonne pas du tout. Donc, cette compétition, ce match-là va être très, très indécis. Oui, Jean-Philippe, sur cette rencontre, sur ce choc. L'Uruguay, c'est, je crois, le plus petit pays en termes de population même, de cette zone du monde, de l'Amérique du Sud. Mais c'est la nation qui compte le plus grand nombre de grands footballeurs, je dirais, au kilomètre carré. C'est incroyable comment cette petite nation arrive à faire sortir des très gros joueurs. Et on sait que les Uruguayens, je n'ai pas envie d'utiliser un terme inapproprié, mais ce sont véritablement des, je vais dire guerriers, pour ne pas être trop péjoratif, ce sont des véritables guerriers. Ils ne reculent devant rien et ils adorent ce genre de confrontation. Ils adorent. Et je pense qu'ils vont s'adonner à cœur joie face à l'équipe de l'Argentine et on pourrait avoir une belle surprise. Pour ceux qui ne sont pas à l'Argentine, bien évidemment. Allez, terminons cette séquence avec quelques actions de but de Lionel Messi avec l'Argentine. On regarde. Lionel Messi finding Higuain, and Messi takes it up again, and he dances away, and he scores! Lionel Messi! That's what they came for! By train playing
Messi becomes Argentina's all-time leading scorer. Il est l'heure de l'actu, c'est maintenant. Et bien sûr, comme promis, on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. La question LGT, éléphant, avec le retour d'Haller en attaque, faut-il redistribuer les cartes ? Sébastien Haller n'a plus joué avec les éléphants depuis juin 2024. Pendant son absence, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Avec son retour dans le groupe où cette trêve internationale, le sélectionneur Enes Faé devrait-il redistribuer les cartes en attaque? On en parle sur ce plateau, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. La dernière fois que Sébastien Haller a joué avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était le 7 juin 2024 face au Gabon, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant ivoirien n'a donc pas disputé les qualifications pour la CAN 2025 qui se sont déroulées en septembre, octobre et novembre 2024. Pendant cette période, logé dans le groupe G en compagnie de la Zambie, de la Sierra Leone et du Tchad, les éléphants ont joué 6 matchs. En termes de titularisation, les joueurs les plus utilisés par le sélectionneur Emers Faé sont Simon Adingra, Oumar Diakité et Evan Guessant à 4 reprises, ainsi que Jean-Philippe Crasso à 3 reprises. Nicolas Pepe et Bayo Vakoun, eux, n'ont été titularisés qu'une fois. Au plan statistique, l'équipe a enregistré 4 victoires, 2 défaites, 13 buts marqués et 3 encaissés. Les attaquants qui se sont montrés les plus efficaces sont Jean-Philippe Crasso et Oumar Diakité qui ont inscrit chacun 3 buts. Quant à Nicolas Pepe, Simon Adingra et Bayo Vakoun, ils comptent chacun une réalisation. Evan Guessant, lui, n'a toujours pas ouvert son compteur but avec les éléphants en 6 sélections, dont 4 titularisations. C'est dans ce contexte que Sébastien Haller, décisif pendant la campagne victorieuse de la CAN 2023, effectue son retour en équipe nationale. Avec ce comeback, le sélectionneur Emers Faé doit-il redistribuer les cartes en attaque? Faut-il tenir compte de la forme du moment en club ou du vécu et du leadership en sélection? La question LGT, éléphant, avec le retour d'Haller en attaque, faut-il redistribuer les cartes? Déjà, avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir les performances des attaquants ivoiriens cette saison. Ballot? Oui, donc entre-temps, avant, on a la fiche de présentation de Sébastien Haller avec 26 sélections, 10 buts. Il évolue au FC Utrecht, 19 matchs, 13 titularisations, 1135 minutes disputées, 3 buts, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et ensuite, Nicolas Pepe, 46 sélections, 11 buts. Il évolue à Villarreal, 19 matchs, 9 titularisations, 900 minutes, 1 but, 2 passes, 1 carton jaune, 0 carton rouge. Simon Adingra, 18 sélections, 3 buts, évoluant à Brighton, 23 matchs, 9 titularisations, 888 minutes, 5 buts, 2 passes, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et ensuite, Oumar Diakité, 21 sélections, 5 buts, évoluant à Reims, 26 matchs, 21 titularisations, temps de jeu 1614 minutes, 4 buts, 1 passe, 6 cartons jaunes, 0 carton rouge. Jean-Philippe Crasso, 23 sélections, 7 buts, évoluant au Paris FC, 26 matchs, 23 titularisations, 2002 minutes disputées, 13 buts, 5 passes, 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Evan Guessant, 6 sélections, 0 but, évoluant à l'OGC Nice, 33 matchs, 29 titularisations, temps de jeu 2566 minutes disputées, 12 buts, 7 passes, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et Bayo Vakoun, 4 sélections, 1 but, évoluant à Watford, 35 matchs, 24 titularisations, 2117 minutes disputées, 10 buts, 0 passes, 5 cartons jaunes, 1 carton rouge. Voilà, alors on part donc pour la question LGT. Éléphant, avec le retour d'Haller, faut-il redistribuer les cartes en attaque après déjà avoir vu les performances des attaquants ivoiriens cette saison? Coach Kwadjo Georges. Non. Les panonceaux d'abord, s'il vous plaît. J'ai tellement hâte de vous faire parler. Allez, un oui ou un non?
C'est donc un non pour tout le monde, à l'exception de coach Kouadio Georges. Je comprends pourquoi je me suis dirigée tout de suite vers vous. Bon. Allez, coach Kouadio Georges, on vous écoute, vous qui donnez un oui. Oui, parce que ça fait longtemps qu'Alain est arrivé dans cette sélection, mais quand même, il garde toujours sa présence, son aura, ce qu'il apporte à cette équipe nationale. Donc, pour ma part, il faille quand même voir est-ce que va-t-il commencer ou pas. Va-t-il commencer ou pas, c'est la question. Mais un homme comme Alain doit pouvoir commencer. Je réponds, doit pouvoir commencer et puis avoir ces lieutenants qu'il a habituellement autour de lui pour pouvoir le mettre en confiance et lui donner les ballons comme il le faut. Mais au jour d'aujourd'hui, je souhaitais quand même qu'il y ait un homme comme Crasso derrière lui pour l'aider. Donc pour ma part, voilà un peu ce que je pense de cette situation. D'accord. Et pour vous, le retour d'Alain en attaque, il faut redistribuer les cartes. D'accord. Très bien. Balo, oui, on vous écoute. Moi, je dirais non, mais c'est un non qui signifie un pas pour le moment. Parce que pour moi, je vais expliquer, Sébastien Haller a toujours apporté une valeur ajoutée à cette attaque de Côte d'Ivoire, c'est l'efficacité. Clairement, depuis plusieurs matchs, si on veut remonter jusqu'à la CAN et bien avant, c'est toujours un joueur, de par ses grandes qualités offensives, a su tirer son épingle du jeu par son efficacité. Sauf que maintenant, il y a un parcours quand même qui, pour moi, l'a désavantagé psychologiquement, c'est son passage du côté de Leganés, où là, il a nourri beaucoup d'espoir à juste titre, parce que c'est un très grand joueur, mais malheureusement, à Leganés, on ne lui a pas laissé le temps. Pour moi, j'ai estimé qu'on a usé, si vous voulez, d'impatience en jugeant les prestations de Sébastien Haller. Après, il a été encore prêté du côté de Utrecht, où là, il est en train de retrouver petit à petit de la machine. Parce que là, il y a un peu plus de patience. On lui offre un environnement assez intéressant, adéquat, pour pouvoir faire éclore ses qualités de finisseur. Et justement, c'est cette patience que je voudrais que, justement, on lui accorde en sélection. Il n'a pas évolué depuis juin 2024. Ça date. Entre-temps, il y a eu un nouvel environnement. Oui. Il y a eu de nouveaux joueurs qui sont en train d'évoluer. Donc, pour moi, avec son retour, il vient apporter, certes, de l'expérience, mais il faut lui laisser le temps de pouvoir bien s'installer, se fondre dans le nouveau moule, pour ensuite atteindre sa vitesse de croisière. Et c'est en ce moment-là qu'on va, pour moi, redistribuer les cartes de cette attaque ivoirienne. Mais pour le moment, en l'état d'espèce, en l'état actuel des choses, il faut user de patience, il faut le laisser, pour moi, se fondre dans le moule et pouvoir décoller tranquillement. D'accord. Ce qui convient donc avec votre non à la question LGT de ce soir. Voyons la réponse de M. Kofi Mathieu. Il nous appelle Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui. La toute-puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Voilà. Éléphant. Oui. Je pose la question. Je pose la question. Je n'oublie pas coach Kouadio Georges. Voilà, vous saluez coach Kouadio Georges aussi. C'est très bien, monsieur Kofi Mathieu. Vous êtes en amour. Éléphant, avec le retour d'Haller en attaque, faut-il redistribuer les cartes? Je crois que oui. D'accord. Parce que Alain, tout le monde connaît son impact dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a eu des moments même où il n'était pas au mieux de sa forme, mais quand il est arrivé en équipe nationale, il a démontré qu'il pouvait prendre toute sa place. On l'a vu pendant la CAN, même avant, tout ça. Et donc, à son absence aussi, on a vu ceux qui l'ont remplacé, les matchs qu'ils ont joués. Donc aujourd'hui, je crois que quand il est revenu, il a commencé à jouer dans son nouveau club, il a même marqué. Donc il faut qu'on lui redonne sa place parce que les deux matchs qu'on va jouer là sont très importants. Oui. Voilà, il faut que déjà on prenne les 6 points et puis voir comment le Gabon va se débrouiller. Donc il faut que Alain reprenne sa place pour, en tout cas, maintenir le défenseur des deux équipes-là dans leur camp. Et puis, bon, même si lui-même ne marque pas, sa présence peut faire marquer quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Et puis maintenant, comme la qualification, ça peut se passer sur terrain vert.
ou bien administrativement, je souhaite que le Gabon durcisse le ton devant la FIFA concernant les 300 millions. Oh, monsieur Kofi Mathieu. Ah, bon, enfin, excusez-moi. Hein. Vous avez déjà passé le message. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu, pour votre participation. Merci à vous aussi, c'est une bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelait donc Bateau. Sur la question LGT, nous avons des réponses sur la page Facebook de la 3. Monsieur Gondo Ghislain Dan, qui nous dit bonsoir à la grande team. C'est un peu un dilemme. Si on veut se baser sur la forme du moment, ça sera Guessant à la pointe de l'attaque. Mais si l'on se base sur le vécu en sélection, c'est notre attaquant vedette Sébastien Haller qui l'emporte. D'autant plus que ceux qui l'ont remplacé en attaque en son absence ne l'ont pas vraiment fait oublier. Toutefois, au vu de sa longue absence en équipe nationale et de son retour progressif à son meilleur niveau, Faye ne va pas mettre la pression sur Haller en le mettant titulaire vendredi. Je pense que Guessant, qui est dans une forme étincelante, va débuter en pointe. Ce sera pour lui l'occasion de montrer qu'il peut prétendre à une place de titulaire à la pointe de l'attaque ivoirienne. J'espère en tout cas qu'il inscrira ce but qui sera certainement le déclic pour lui. Voilà. Allez, Jean-Philippe, on vous écoute. Vous avez donné un nom aussi. Oui, je suis pratiquement d'accord sur la fin des mots de l'internaute. Non, de celui qui a rédigé sur le choix de Faye. Mais bon, je vais laisser l'entraîneur faire son choix. Je pense que j'ai répondu non parce que j'estime que les cartes n'ont pas été redistribuées. Les cartes sont restées tout simplement les mêmes. Faye Mers a expliqué, et quand on regarde bien dans le déroulé, il a expliqué que les critères de choix pour les éliminatoires de la CAN n'étaient pas les mêmes que ceux des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il y avait deux types de critères qui ont été utilisés. Pour la CAN, il avait mis en avant la forme du moment. Et je pense que l'un des éléments qu'il n'avait peut-être pas dit, mais qui était dans un coin de sa tête, c'était le facteur découverte de nouveaux talents. Voilà pourquoi, sur les éliminatoires de la CAN, sur les 3 derniers mois les 3 mois qui sont enchaînés en fin 2024, il a beaucoup testé les jeunes joueurs et il a beaucoup testé également des joueurs qui avaient été déjà en équipe nationale, mais qui n'avaient pas eu le temps de démontrer de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Je vais parler de Bayo Vakoun, de Guessand et de tous les autres. Maintenant, pour la Coupe du Monde, il dit « je reviens à mes fondamentaux, je reviens à ma base ». Parce que j'ai un projet avec des garçons. Quand on a remporté la Coupe du Monde, on s'est dit « il faudrait qu'on aille au-delà ». Il faudrait qu'on essaie non seulement de faire le back-to-back au Maroc, c'est-à-dire de faire en sorte de revenir avec le trophée, mais surtout de se qualifier pour le mondial. Et ce mondial-là, les premiers concernés sont les joueurs qui, comme je l'ai dit la semaine dernière, sont pratiquement en train de tirer sur la fin de leur carrière. Pour eux, ce sera la cerise sur le gâteau de leur performance sous le maillot de l'équipe nationale. Et comme ils sont encore en jambes pour la plupart, ce serait mieux de les laisser donc mener à bien cette mission. Et quand je regarde cela, je me dis oui, effectivement, en faisant revenir Sébastien Haller, qui est non seulement un attaquant racé, mais un cadre de l'équipe nationale, les cadres ne se gèrent pas comme des joueurs lambda. Si le coach décide de mettre un cadre sur un banc de touche, il y a un discours pour faire comprendre au cadre pourquoi est-ce que sur ce match, je préfère que tu attendes par rapport à un autre. Ce ne sera pas comme s'il arrive et encore lui dit non, tu ne joues pas parce que je trouve qu'il y a un joueur qui est meilleur que toi. Parce que si on regarde intrinsèquement dans le vécu, et c'est l'attaquant qui a le véritable vécu pour ce qu'il a pu faire avec les éléphants depuis son arrivée ces dernières années. Au niveau du leadership, ça ne se discute même pas. Même dans le potentiel. Voilà ce que je voulais dire. Même au niveau de la forme en club, c'est vrai que quand on regarde les chiffres des autres, il est évident qu'ils vont avoir des chiffres plus élevés que lui qui n'a que 1135 minutes. Mais 1135 minutes, ça équivaut à 12 matchs en tant que titulaire. Et quand on regarde depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, c'est le nombre de matchs que son club a joué, 13 ou 14 matchs. Il a enchaîné 12 matchs en tant que titulaire, il les a pratiquement tous terminés. Donc ça veut dire qu'il est en jambes. On ne peut pas demander à Sébastien Haller de venir en équipe nationale en avril avec, comme on appelle, 25 matchs dans les jambes, alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé de juin 2024 à janvier 2025. Donc à l'heure actuelle, il est en jambes. Voilà. Et parce qu'il faut dissocier le fait d'être en jambes, d'être compétitif, et le fait de marquer des buts qui sont deux choses différentes. Maintenant, il y a le niveau technique, et c'est ce que Balo a dit en termes d'intelligence. Je pense que tous les attaquants sont intelligents, mais il est un cran au-dessus. Donc, ce sera la lecture de la rencontre face au Burundi, que peut-être le coach va vouloir commencer avec les jeunes
avec beaucoup plus d'allant et pourquoi pas peut-être après faire entrer Sébastien Haller. Mais il est évident que dans la tête du Faye Emers, son attaquant neuf titulaire, c'est bien Sébastien Haller. Tant que ce garçon-là va avoir un club où il va jouer, où il va être donc régulier, je pense que la question ne se posera pas. Voilà pourquoi j'ai mis non. J'ai mis non pour signifier que pour moi, je ne suis pas dans la tête de l'entraîneur, mais je suis certain que les cartes n'ont pas été redistribuées, même en l'absence de Sébastien. Très bien, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Kwasibi, nous appelle de Divo. Bonsoir, M. Kwasibi. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok. On vous écoute. Sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, M. Kwasibi, avec le retour d'Alain en attaque, faut-il redistribuer les cartes? Bon, moi, je pense que non. Je dis non. Parce que Alain, il a toujours, même quand ça n'allait pas, il avait des blessures, mais quand il vient à l'équipe nationale, je pense que il joue bien. Bon, lui, on a vu ici avec Andégra, ils sont venus malades à la Coupe d'Afrique des Nations, mais ils ont bien joué. Bon, pour lui, il connaît le groupe déjà, il n'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau, je pense que ça sera comme une maison qu'il connaît déjà. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Je pense que, même étant pas dans les jambes, je pense qu'avec l'équipe nationale, quand il vient, il se retrouve. Voilà. Moi, ce que je peux dire, il n'y aura pas vraiment de problème avec Alain. Voilà ce que je peux dire. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Kwasibi. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Divo. Bon, terminons donc ce tour de table avec les arguments par rapport à vos réponses à la question LGT avec Noël Boli, qui a donné un non. On écoute ses arguments. Oui, enfin, j'ai mis un non parce que je ne pense pas qu'il faille redistribuer les cartes pour deux raisons. Je ne pense pas qu'il faille redistribuer les cartes pour deux raisons. La première raison, c'est que Sébastien Haller est quand même un pilier de l'équipe nationale. Il a contribué au sacre de notre sélection il n'y a pas 2 ans. Et voilà. Et je pense que c'est la pierre angulaire de notre système d'attaque. Donc pour ça, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas clairement, encore une fois, je l'avais dit déjà la dernière fois, mais, et ça, ce sera la deuxième raison, il n'y a pas clairement, même s'il y a eu des joueurs tels que Crasso, qui sont des bons joueurs, Crasso, Bayo Vakoun, ou alors Guessant, que j'admire particulièrement, mais qui ne l'ont pas remplacé de façon flagrante, de telle sorte que ça puisse sauter aux yeux et de l'entraîneur, du staff technique et du public ivoirien. Donc voilà, donc j'estime qu'à partir de ces deux raisons-là, Sébastien Haller a encore toute sa place dans la sélection. Pour qu'on commence à redistribuer les cartes, il faudrait qu'il y ait un joueur qui fasse vraiment l'unanimité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on a eu des bons joueurs, c'est vrai qu'ils ont marqué des buts, c'est vrai qu'il y a eu des séquences intéressantes, mais dans le projet de jeu que veut mettre en place Emers Faé, je pense qu'il y a encore des failles. Il y a encore des failles. Et la personne qui répond très bien à la philosophie de jeu que veut mettre justement en place cet entraîneur-là, je pense que c'est Sébastien Haller. C'est vrai qu'on peut toujours nous dire, oui, aujourd'hui en club, il marque moins, il est moins efficace, mais aujourd'hui, il a retrouvé la plénitude de tous ses moyens physiques. C'est quand même intéressant. Il a retrouvé la plénitude de tous ses moyens physiques. Et je pense qu'un garçon comme Sébastien Haller, dans une confiance que peut lui accorder le staff technique de l'équipe nationale, il peut faire mouche. Et il doit faire mouche. Parce que Sébastien Haller est quand même quelqu'un, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois ça, mais je me répète, Sébastien Haller est quelqu'un qui fait peur quand même aux défenses, quoi. Je veux dire, c'est quand même, quand il est là, il monopolise à lui seul l'attention d'une charnière centrale. Alors que les autres, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais ils sont encore en devenir. Ils ne sont pas encore confirmés au niveau international. Or, Sébastien Haller, il a quand même le statut d'un joueur confirmé au niveau international. C'est vrai qu'en ce moment, il traverse une période de vache maigre, on va le dire ainsi, mais ça ne saurait tarder pour qu'il retrouve toute sa lumière d'attaquant de très haut niveau. Et pour moi, je suis persuadé que le coach Emers Faé lui fera entièrement confiance. Très bien. Parlons justement du coach Emers Faé. Au cours de la conférence de presse de la publication de la liste, il s'est expliqué sur la sélection de Sébastien Haller. On réécoute. Sébastien Haller, pour vous, il ne mérite pas de venir en sélection. Pour nous, il mérite de venir en sélection. Parce que depuis qu'il a
qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous et pour le rôle que Sébastien Haller a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Haller parce qu'il le méritait. Coach Kwadjo, est-ce que vous partagez les explications du coach Faye, du sélectionneur national? Je partage pleinement ses propos parce qu'il a confiance à son joueur et il sait ce qu'il peut lui apporter. Il est plus proche de ce joueur-là que nous tous ici sur ce plateau. Et c'est un monsieur qui va aussi, il suit ses joueurs, il va les voir dans leurs différents clubs, il échange avec eux. Donc il a plus de cartes dans cette main, en main pour pouvoir nous parler de ces joueurs. Donc moi, je ne peux pas m'asseoir sur un plateau et puis dire que je ne suis pas d'accord qu'il ait pris Sébastien. Surtout que voilà un garçon qui nous a beaucoup apporté, qui a apporté à toute la nation. Tout le monde sait ce qu'il vaut. Donc je suis d'accord avec lui, je suis d'avis avec lui. Oui, Noël, et vous? Oui, enfin, je pense que bon, il a répété, sans avoir entendu sa conférence de presse, je crois qu'il a répété exactement ce que j'ai dit, parce que, vous savez, chaque coach a une lecture de jeu. Vous voyez, et quand on lit la philosophie que met en place Emers Faé, en tout cas, Sébastien Haller reste une figure, un élément important dans son système de jeu. Parce que c'est quelqu'un qui croit au combat physique, c'est quelqu'un qui croit à la monopolisation d'une charnière centrale. Les autres jeunes attaquants, c'est pas mal. Moi, franchement, j'aimerais bien qu'un garçon comme Guessant arrive à faire son trou dans cette sélection parce qu'il le démontre à l'OGC Nice. Mais Guessant, malheureusement, c'est pas un axial, c'est un joueur de côté. D'accord? C'est un joueur de côté. Et j'ai bien peur que si on le positionne dans ce poste-là, ça risque de faire un petit peu, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Donc aujourd'hui, à date, c'est Sébastien Haller qui répond aux attentes, en tout cas dans la pensée footballistique du coach, c'est Sébastien Haller qui répond à ces attentes-là. D'accord, c'est donc l'avis de Noël Boli. Hein. Bon, si on vient au cas spécifique justement de Guessant, vous l'avez évoqué, les statistiques montrent qu'il est amplement l'ivoirien, l'attaquant ivoirien le plus en forme actuellement. Ballot. Oui, le plus en forme en club. Pour ce qui est des stats... en forme du moment. Oui, en forme du moment, mais pour ce qui est des stats au niveau de la sélection nationale, je pense que pour ce qu'on a lu, c'est Jean-Philippe Grasso qui présente de meilleurs stats. Donc oui, effectivement, c'est l'attaquant en forme du moment, mais maintenant, tout dépend pour moi du système que veut utiliser Emers Faé lors de cette double confrontation face au Burundi et face à la Gambie, parce que Evan Guessant est certes le joueur en forme du moment, mais qui est, pour moi, dans le point de fixation, a quand même la similarité avec Sébastien Haller. Donc, pour moi, tout dépend de comment est-ce qu'on va essayer d'accompagner ce neuf-là. Est-ce qu'il va jouer avec Pépé ou Adingra? Dans l'état d'espèce, il sera sans doute tenté de mettre un joueur comme Sébastien Haller, même si Evan Guessant est le joueur en forme du moment, parce que voilà, il y a un peu plus d'automatisme à aligner. Mais maintenant, après, si c'est un 4-4-2, je sais pas, il y a la possibilité peut-être de les faire jouer ensemble. Maintenant, ça, on verra. Mais vraiment, pour moi, oui, il est en forme du moment, mais il est encore en doute en sélection, et pour moi, ça compte aussi. Sur la page Facebook de la 3, on a Adams Camara qui nous dit « Le retour de Sébastien Haller est une excellente nouvelle pour les éléphants », mais cela pose effectivement la question de l'organisation offensive. Quel rôle pour Haller? Il est naturellement un numéro 9 de fixation, capable de peser sur les défenses et de finir les actions. Son jeu dos au but et son impact physique peuvent être précieux contre des équipes regroupées. Qui doit s'adapter? Si Haller reprend sa place en pointe, cela pourrait pousser des joueurs comme Grasso à évoluer différemment, voire à alterner les rôles. Faye devra aussi ajuster son animation offensive. Conséquence tactique, son retour peut renforcer l'axe, mais cela pose la question du système. Jouer avec un 4-2-3-1 où il est à la pointe, ou opter pour un 4-4-2 avec un attaquant mobile à ses côtés. Oui, Jean-Philippe. Mais écoutez, tout le monde est en train de faire le choix tactique de Faye Emers. Je ne vais pas m'amuser à le faire. Je pense qu'il a appelé ses hommes et il sait comment est-ce qu'il va les disposer sur le terrain. Pour moi, en tant que sélectionneur, le plus important, c'était qu'il puisse bénéficier de la présence de ces hommes, ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont le vécu, ceux qui sont le plus en jambes, parce que c'est
un tournant décisif dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, il a 2 rencontres à disputer dans une période assez courte où il doit essayer, je ne vais pas dire satisfaire l'ensemble des professionnels qui effectuent les déplacements, mais de leur permettre à eux tous au moins de pouvoir se sentir concernés par cet événement. Moi, je suis patient, je verrai ce qu'il va donner sur le terrain. Mais que ce soit à l'heure en pointe en début de match ou Guessant en pointe en début de match, je suis sûr et certain que la présence de tous ces attaquants-là va créer une saine émulation, une motivation particulière pour chacun d'entre eux pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faudrait noter que sur les 2 dernières sorties des éléphants de Côte d'Ivoire, quand même, l'attaque était muette. Au Libéria face à la Sierra Leone et en Zambie à Ndola. On s'est incliné à 2 reprises sans avoir marqué le moindre but. Donc c'est un défi pour ces garçons également de montrer à l'entraîneur que c'était juste un mauvais passage et qu'ils ont la capacité, avec ou sans à l'heure, de pouvoir démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables et de pouvoir marquer des buts. Nous avons un appelant, M. Yao. Il nous appelle de Méagui. Bonsoir, M. Yao. M. Yao. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Yao. Merci. Voilà, on vous écoute. Éléphant, avec le retour d'Aleur en attaque, faut-il redistribuer les cartes? Pour moi, oui, il faut redistribuer les cartes. Parce que aujourd'hui, on voit un président Philippe Crasso avec Paris FC, très en forme, et Evan Guessant avec le l'OGC Nice, aussi très en forme. Pourquoi pas donner la chance à ces attaquants-là? Oui, je suis très content pour le retour de Aleur. Mais il faut donner la chance à ces jeunes gens pour qu'ils puissent vraiment exprimer leur talent. Parce qu'on sent qu'ils ont la rapidité et puis la technique. Or, avec Alain, on ne dit pas qu'il n'a pas la technique, mais son jeu n'est pas comme ces jeunes gens qui aujourd'hui qui ont beaucoup de souffle, qui peuvent beaucoup courir avec le ballon et ils sont très rapides. Donc c'était mon apport de ce soir. Merci beaucoup, M. Yao, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Vous appelez donc de Méagui. Et puis les éléphants qui ont commencé justement leur préparation lundi au Maroc. Déjà, voici l'ambiance avec des images fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. Dans les colonnes, 2 joueurs et le ballon ici. On est 3. On va dans la colonne d'en face. Et on part pour des points latéraux. Allez. Ouais. Voilà, au plus du ballon. Gardez la qualité. Voilà des images donc de la préparation des éléphants hier lundi au Maroc. Et puis, messieurs, quelle serait pour vous la meilleure combinaison en attaque face au Burundi? Coach Kwadjo Georges. Moi, j'aurais souhaité avoir Aller et puis Crasso derrière Aller. Tout simplement. Tout simplement. Simon à droite et puis le Ourourou. Ouma Diakité. Vous avez deux joueurs de force derrière ces 4 et je suis sûr qu'ils vont créer beaucoup de dangers à l'équipe adverse. Ballot? Oui, moi je partage l'avis du coach, surtout sur un éventuel 4-4-2. Moi je jugerais la paire Crasso à l'heure un peu plus complémentaire que la paire Evan Guessant Sébastien Aller. Dans un 4-3-3, pour moi c'est un schéma classique. Adingra, voire Nicolas Pépé, et ensuite, bien sûr, à l'heure en pointe. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit alors on part en 4-4-2, à l'heure en 9, et Crasso en soutien derrière lui, au milieu à gauche Adingra, à droite Nicolas Pépé ou Evan Guessant,
Et au centre, Kessié et Baba Mohamed. Et pour finir, la défense, Akpa, Clément à gauche, Agbadou et Ndika au centre et Wilfried Sengo à droite. Noël Boli. Non, mais là, c'est vraiment une équipe hyper offensive, là. Vous savez, le 4-4-2 aujourd'hui, ça se joue avec quand on a 2 sentinelles qui, eux, sont vraiment les... j'ai envie de dire, ce sont vraiment les personnes qui cassent les attaques, quoi. Mais si vous jouez avec des 2 sentinelles et vous mettez Kessié, mais Kessié, il est plus offensif qu'il est défensif, quoi. Même s'il a, de temps en temps, quelques réflexes défensifs, mais il est plus porté vers l'attaque que vers la défense. Non, on ne peut pas jouer comme ça. Non, je pense que le coach, en tout cas, ce que je vois de lui, je pense que le coach va vouloir quand même avoir un peu de sécurité, quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour moi, il va mettre Allaire devant, il va mettre Adingra à gauche et voir Pépé à droite. D'accord? Maintenant, s'il a envie de changer, peut-être qu'il va enlever Pépé pour essayer Nguessa à droite. Pour qu'il puisse rentrer. Sinon, non, 4-4-2, ça fait longtemps qu'on ne joue plus en 4-4-2. Il n'y a que l'Atlético de Madrid qui joue en 4-4-2, mais ils ont une science tactique tellement poussée que tout le monde est derrière le ballon à la perte du ballon. Donc ça, je ne suis pas sûr qu'on est arrivé encore à ces exigences tactiques. Et la meilleure combinaison pour Jean-Philippe, c'est laquelle? La meilleure combinaison, oui. Mais écoutez, moi je suis un peu failli immerse dans ses choix. Et j'ai constaté que quand la Côte d'Ivoire joue face à une formation où la Côte d'Ivoire est l'équipe dominante, généralement il part en 4-3-3. Et Faye, il avait essayé une aventure, c'était je crois face au Kenya, où il n'avait pas joué en 4-3-3, ça s'était mal passé. On était sorti avec un 0-0. Et dans les vestiaires avec les cadres, je pense qu'ils ont eu à se dire des paroles de vérité dans le respect mutuel. Oui. Voilà, pour éviter certains choix aventureux. Et ils sont revenus à un 4-3-3 classique. Donc face au Burundi, je pense qu'ils vont évoluer en 4-3-3. Ça, c'est le premier élément. Le 4-3-3, il a déjà Kessié qui, l'infirmerie n'a pas signalé qu'il est un bobo, donc il devait être titulaire. Je pense qu'on a déjà des milieux qui se projettent énormément vers l'avant. Donc si en plus de ces milieux, il faut mettre Jean-Philippe Crasso qui a un déficit sur les répliques défensifs, je ne pense pas qu'il va s'amuser à le faire. Donc pour moi, il va jouer un 4-3-3 classique. Malheureusement, j'avais pensé, s'il était disponible, à la possibilité de voir le jeune Ahmed Traoré animer, je dirais, cette division offensive, mais il ne sera pas là. Et quand je regarde, je pense qu'il va aligner Gbamé, Kessié dans le milieu du terrain. Le troisième joueur, je n'ai pas une très grande visibilité concernant ce troisième-là, parce que normalement, je pense qu'il devrait aller avec Aoulou, parce qu'il va vouloir partir avec de l'expérience. Maintenant, en attaque, je serais tenté de dire qu'il va commencer peut-être le premier match avec Guessant dans 9. Et maintenant, au niveau des choix de ses ailiers, je prends en compte une certaine visibilité. Très bien. Éléphant, avec le retour d'ailleurs en attaque, faut-il redistribuer les cartes? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Allez, c'est un attaquant qui a déjà prouvé au pays. Nous avons vu tous lors de la CAN qui s'est passé. Il a marqué des buts, il a donné la CAN au pays, il a prouvé. Allez, c'est un attaquant qui a toujours joué pour le pays. Il faut qu'il joue encore et tout va dépendre de lui. Oui, je pense que Sébastien Haller est un très bon attaquant. Il faudrait qu'il soit très bien entouré de meilleurs joueurs. Nous pouvons lui faire confiance. Nous avons vu que pendant la CAN, il a donné le meilleur de lui-même. Et nous devons encore compter sur lui-même et compter sur le groupe. Le groupe doit être solidaire derrière lui. Il doit recevoir de meilleures balles pour pouvoir les mettre au fond. C'est vrai! Nous savons que Sébastien Haller a rencontré quelques difficultés de santé, qu'il était à Dortmund. Il a changé plusieurs clubs, mais actuellement, nous devons compter sur Sébastien Haller. Il a besoin de notre soutien. C'est vrai, dans un moment difficile, nous devons soutenir notre joueur, soutenir notre équipe et croire fermement en cela. Et ne pas oublier que la dernière CAN, nous l'avons remportée. Et c'est grâce à des efforts que nous l'avons fait. Sébastien Haller, c'est un grand joueur, un bon attaquant. Mais pour moi, de ma part, c'est mieux de le mettre toujours en deuxième mi-temps pour qu'il soit décisif en match. Sinon, le mettre en début de match, après sa blessure, il n'est pas très efficace. Il ne peut pas jouer très longtemps parce que c'est un grand buteur, mais je le préfère à la fin des matchs pour qu'il soit plus décisif. Mais dans la construction du jeu, je ne vois pas actuellement
dans le match. Il doit commencer le match. On doit lui donner des passes pour que il fasse ce qu'il a fait. Le pays, pendant la CAN, à l'heure, c'est nos piliers qui est là. S'il n'est pas là, il ne sait pas que si le match pouvait jouer. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Avant de terminer l'actu, un dernier mot, coach Georges. Je pense que nous avons les joueurs qu'il faut pour pouvoir aborder ce match tranquillement. L'entraîneur a son équipe autour de lui. Ils vont faire la meilleure sélection possible et nous leur souhaitons bon vent et bon match à eux et que la victoire soit ivoirienne. Voilà. Oui, Ballot. 2 phrases. Oui, mais justement, il n'y a rien à dire que la victoire soit ivoirienne, c'est tout. C'est mieux parce que j'ai peur de votre inspiration ces derniers temps. Jean-Philippe, même, je n'ose pas lui donner la parole. C'est bon. Oui, Noël. Oui, enfin, que la victoire soit des nôtres, quoi. Mais bon, tout en déployant un bon football quand même, parce que c'est vrai que le Burundi, c'est une belle équipe, mais c'est quand même pas un foudre de guerre, quoi. Donc si on ne peut pas là déployer un bon jeu dans ces confrontations-là, on est quand même champion d'Afrique. À un moment, il faut quand même qu'on soit digne de notre statut. Exactement. Belle colombe. Merci beaucoup. Qu'on gagne ce match, quelle que soit la manière. Très bien. Jean-Philippe, une phrase. Non, j'ai rien à dire, j'attends jeudi, c'est tout. D'accord, ok, très bien. C'est vendredi. C'est vendredi. Voilà. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Georges. Merci, et notre colombe, Dieu te bénisse, comme je voudrais le dire. Amen, coach Georges. Merci beaucoup, vous êtes un amour. Noël, merci beaucoup. Merci à vous, merci à Ballot. Aïe, pas Ballot spécialement. Bon, Ballot, merci. Je vous en prie, je vous enverrai du baka demain. Oh, c'est gentil, pour couper le carême. Merci, Ballot. C'est quoi le baka? Jean-Philippe, envoyez-moi quelque chose pour couper le carême. Voilà. Allez, c'est terminé. C'est la fin de la grande team ce soir. Déjà, bon carême à la communauté musulmane et bon jeûne à la communauté chrétienne catholique. Faut inverser. Déverser. Bon carême à la communauté catholique et bon jeûne à la communauté musulmane. Voilà, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est ça. Allez, on se retrouve demain en direct. Merci. 20h36 à 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Super, maman.